Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous parle de différents pays où éventuellement vous expatriez pour quitter l'Union européenne, notamment pour fuir le wokisme et la folie qui est en train de s'installer. Je ne vais pas refaire toute la liste ici. Et également pour fuir cette espèce de dictature, d'État totalitaire qui se met en place dans l'Union européenne. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, que vous voulez rester dans l'Union européenne, c'est très bien. Chacun ses choix, mais si vous voulez partir de l'Union européenne, il est évident que la Russie est une option. Et pour savoir si cette option peut vous convenir, je ne peux pas vous conseiller personnellement, j'ai jamais mis les pieds en Russie, mais je trouvais que c'était un manque considérable de ne pas parler de ce pays qui est quand même le plus grand du monde, qui est quand même un des pays centraux des BRICS, qui manifestement est une organisation d'avenir. On peut aimer ou ne pas aimer, c'est pas la question, on voit bien qu'il y a un basculement des pays du G7 vers le pays des BRICS. Ça peut faire des guerres, ça peut faire beaucoup de problèmes, ce n'est pas le sujet ici. La question c'est, est-ce que la Russie peut vous convenir comme pays ou habiter comme alternative au pays où vous habitez probablement maintenant? C'est le cas de 99% de mon public, à savoir l'Europe et le Canada, puisque c'est là qu'on a le plus de francophones. Ça pourrait intéresser un petit peu moins nos membres d'Afrique du Nord, j'en ai quelques-uns, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie notamment, mais ça ne les empêche pas évidemment d'être intéressés par la Russie éventuellement. Ne pouvant pas vous parler de ça, je pouvais simplement vous conseiller la chaîne YouTube de Alexandre Stefanesco, dit Le Prussien, en nom très bien trouvé à mon avis, et comme vous voyez à l'écran, il a fait plus de 140 vidéos. Presque toutes parlent de ça, l'expatriation en Russie, le mode de vie en Russie, etc. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous êtes intéressé. Les liens seront dans la description, les liens vers sa chaîne, les liens vers son site internet, etc. Et Alexandre m'a fait le grand plaisir d'accepter une interview pour répondre aux questions principales qui, je crois, vous intéressent. Donc je vous invite à écouter attentivement cette vidéo, quitte à mettre le volume un peu plus fort ou ralentir éventuellement le rythme parce que la qualité de l'enregistrement entre la Russie et la Colombie s'est avérée pas extraordinaire, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on entend quand même tout. J'ai mis des images pour illustrer certains propos d'Alexandre. Et puis sinon, il y aura tous les liens nécessaires. Vous pouvez également poser des questions dans la description de la vidéo ou poser vos questions directement à Alexandre. Il est très sympa et répond. Il précise que parfois ça lui prend un peu de temps parce qu'il a beaucoup de demandes. Et on le comprend en écoutant la vidéo, vous allez comprendre pourquoi il a du succès avec ses projets de ruspatriation. Même si c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, vous le comprenez certainement. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps puisque la vidéo est déjà longue. On a passé pas mal de temps à aller dans les détails. Je vous souhaite une très bonne interview donc avec Alexandre Le Prussien. Je fais une série de vidéos qui donnent des idées aux gens où aller vivre, principalement pour fuir les folies de l'Occident. Je ne vais pas refaire la liste ici, je sais qu'on est sur le même point de vue de ce côté-là, wokisme, injection obligatoire, toutes ces trucs. Et aussi le mensonge des médias, hein, notamment, tu es bien placé pour le savoir avec la guerre en Ukraine, tout ce qu'on raconte. Même avant ça, de toute façon, hein, il y avait déjà l'hashtag avant Russia did it, hein, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça m'a bien fait rire, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu Parcoursup qui a eu comment ça s'appelle, en bug sur son site internet, ils ont dit que c'était Poutine. C'est très fort quand même. Dans les médias, hein, je veux dire, sur France Info et tout. Hein. C'est pratique. Oui, bah oui, c'est ça quoi. Voilà, donc où aller vivre, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, j'ai parlé des Philippines, de pays d'Afrique continentale, du Mexique où je suis plus ou moins installé, c'est une longue histoire, je ne vais pas revenir ici, de Colombie où je suis pour le moment, et alors j'aurais aimé depuis longtemps parler de la Russie qui me semble être une des destinations prioritaires, mais je ne peux pas en parler, j'ai jamais été. Donc voilà. Alors je sais que sur ta chaîne, je mettrai les liens dans la description, il y a plein d'informations, mais ici j'aimerais bien résumer l'essentiel pour mon public qui me suit, qui se dit tiens il y a le Mexique, la Colombie, etc. Qu'en est-il de la Russie? Et donc première question, quelle est ton expérience de la Russie? Quand es-tu arrivé? Et alors comment est-ce que tu vois la Russie par rapport à la France que tu connais toujours? Je crois que tu reviens de temps en temps en France, donc tu peux faire une comparaison intéressante. Alors moi, je suis arrivé en Russie à 16 ans, beaucoup par choix, un peu par opportunité. Choix de vie, j'avais rencontré ma future épouse qui était russe de France, en France, elle voulait rentrer en Russie.
Moi, je travaillais pour un groupe international italien. J'étais entre la Chine et l'Italie pour le travail. Et puis, j'avais une passion personnelle qui était la Serbie, que j'ai fait de l'humanitaire en Serbie après la guerre de 99. Donc, j'avais appris le serbe. J'avais une copine serbe à l'époque. Je m'étais installé. Je rêvais de Serbie. Je bossais avec la Chine. Je voulais partir de France. Très tout ça était un peu confus. Et puis, c'était déjà pré-BRICS, en fait. Et puis, ça s'est avéré être la Russie. Donc, la Russie, je suis arrivé à 16 ans. Je me suis installé, j'ai franchi toute la boucle administrative, le parcours administratif qu'on fait quand on est étranger jusqu'à devenir citoyen russe. Je m'y suis marié, j'ai fait 2 enfants, donc j'élève des enfants en Russie à l'école russe, mes enfants sont russes. J'ai travaillé employé, j'ai créé des entreprises, j'ai travaillé pour l'État russe, j'ai travaillé pour des structures de communication telles que RIA Novosti. À l'époque, j'ai travaillé pour des gros projets. J'ai été directeur du projet du Puy du Fou, le parc français en Russie, qui s'appelle Tsargrad. Il y a une dizaine d'années, j'étais directeur jusqu'aux sanctions, malheureusement, quand tout arrêté. Voilà, j'ai travaillé pour des gros groupes russes, pour des groupes étrangers, et puis je suis indépendant, j'ai 2 entreprises. Donc, j'ai un peu expérimenté toutes les facettes, on va dire, liées au monde professionnel et personnel en Russie. Et depuis maintenant 12 ans, j'ai un cabinet de recrutement, un cabinet de conseil en ressources humaines qui accompagne les entreprises en Russie. Et j'ai une activité que j'ai développée qui s'appelle la Ruspatriation, qui est une activité qui se développe beaucoup, qui répond un peu à ta question, qui est d'accompagner les gens, les personnes physiques en fait, qui ont les individuals, qui ont des projets de vie en Russie. J'accompagne pour l'instant majoritairement les francophones, c'est-à-dire les Français, les Belges, les Suisses et les Québécois, des gens qui veulent déménager pour vivre en Russie pour des raisons perso, professionnelles et majoritairement désormais idéologiques. Bien, on va revenir sur ton projet Ruspatriation qui a l'air très bien, mais ici je voudrais savoir comment est-ce que tu ressent la vie en Russie, donc comparée à la vie en France, un petit peu sur tous les aspects. Je ne vais pas faire la liste, mais c'est vrai qu'on a une image très négative en Occident, tout va mal en Russie, les infrastructures sont mauvaises, c'est dangereux, enfin il y a tout qui va mal en fait, hein, donc si on regarde les médias occidentaux, donc on se doute bien qu'il y a des mensonges, mais on aimerait bien avoir, disons, de première main, une information un petit peu plus correcte. Et alors géographiquement, est-ce que ce n'est que Moscou est-ce que ta réponse n'est valable que pour Moscou, Moscou et Saint-Pétersbourg, ou bien ailleurs en Russie? Ouais. Alors en fait, il y a la Russie d'il y a 16 ans quand je suis arrivé, la Russie d'aujourd'hui, c'est 2 pays différents. Oui. Il y a une continuité, c'est le développement. C'est-à-dire que le pays s'enrichit, se développe, s'améliore, tout va mieux en fait. Donc c'est sûr que la Russie se redéveloppe. C'est un pays réémergent. C'est pas un pays émergent parce que ça a été une puissance avec l'Union soviétique. C'est un pays qui a eu une chute économique post-soviétique, chute globale, hein, morale, éthique, politique, économique, etc. Mais c'est un pays qui réémerge maintenant. Donc il y a une constante, c'est que ça change très vite. Après, il y a vraiment des Russies. En fait, moi, quand je suis arrivé en Russie, il y avait Moscou et le reste du pays. Aujourd'hui, le redéveloppement économique, l'amélioration de tout ce qui est lié aux hôpitaux, aux infrastructures, etc., c'est plus Moscou, le reste du pays. C'est les grandes villes, et même les villes moyennes, et le reste du pays. En Russie, il y a 1200 villes, c'est un pays qui est vide. C'est grand comme 17 fois la France, il y a 145 millions d'habitants. 3 quarts de la population sont dans un quart du territoire à l'ouest, et l'immense majorité du pays, qui est la Sibérie et l'Extrême-Orient, sont vides et ne sont peuplées que les zones du sud pour des raisons climatiques. Donc c'est un pays très particulier. Non, ça se redéveloppe partout. Partout où je voyage, moi je me déplace beaucoup en Russie, partout ça se redéveloppe, partout il y a un énorme remplacement d'élites, pas en haut, mais dessous. Il y a des gouverneurs dans les régions partout maintenant qui sont nommés, qui sont des gens de 40 ans. Il y a une réserve de cadres gigantesque qui est en train de prendre le pouvoir. Et ces gens sont sortis de l'épisode post-soviétique qui a duré encore tard, jusqu'à une dizaine d'années. Donc partout, ils utilisent de plus en plus convenablement les fonds publics et tout s'améliore. Évidemment, Moscou, Saint-Pétersbourg, les plus grandes villes du pays sont les plus modernes et développées. Mais le pays se redéveloppe quasiment partout. Évidemment, c'est un pays d'une telle taille que tout redévelopper, c'est pas possible. Oui, ça on se peut fait pas en mettre 15 tout au niveau jours, de la Suisse. Ah non, ça se fera en un demi-siècle. Et tu peux citer quelques autres villes que tu connais où éventuellement des Occidentaux pourraient s'installer, où tu as peut-être déjà eu d'ailleurs des clients qui se sont installés? Bien sûr. Alors, il y a Moscou, Saint-Pétersbourg. Moscou, la capitale, Saint-Pétersbourg, la capitale culturelle, on va dire que ce sont les 2 centres qui aspirent le plus d'Européens. Parce que les cadres de vie et les niveaux de salaire, ils sont les plus élevés, parce que les infrastructures ils sont les plus développées. Après, il y a plein de villes dans lesquelles il y a des poches de Français, qu'on pense à Samara, qu'on pense donc sur la Volga, qu'on pense à Novosibirsk, donc la 3e ville du pays qui est au milieu de la Sibérie, au milieu du pays, qu'on pense à Krasnodar dans le sud, il y a une 50aine de Français,
qu'on pense à Rostov, qu'on pense aux villes de l'Anneau d'Or, qui sont des villes qui sont situées à l'est et au nord de Moscou. C'est un groupe de villes. Donc il y a plein d'endroits où il y a des Français en fait. Là, j'ai rencontré un Français que je vois encore demain qui a vécu 15 ans au Kamtchatka, Ah oui, tout à l'extrême est. ça c'est loin. Ouais, Petropavlovsk. Ouais, c'est une sacrée expérience. Il y a 3 Français installés là-bas. Il y a une Française et 3 Français qui vivent là-bas. Et il y a une ville là-bas, au Donc, Kamtchatka, ou c'est dans un village, ils sont dans la campagne ou quoi? non. La capitale est Petropavlovsk-Kamchatki et c'est une ville qui doit faire 200 000 habitants. Il faut ça aussi comprendre. C'est un truc très important sur ta chaîne, je pense, pour les gens qui te suivent. C'est qu'on a l'impression de connaître quand on est en Europe, à savoir une vie en ville pénibilisée par l'immigration, le wokisme, la saleté, la mauvaise gestion, etc. Et une vie à la campagne préservée. En Russie, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, les campagnes sont abandonnées, elles sont peu organisées, équipées parce que le territoire est gigantesque et sauvage. Il y a même en banlieue de Moscou, il y a des loups, hein, il y a des ours. Donc, les gens se regroupent en fait pour se protéger de ce territoire dangereux. Et donc en fait, les villes sont les endroits préservés dans lesquels les gens vont. Ils vont en ville parce que les villes soviétiques, les villes russes, les villes du monde russe, aujourd'hui, que ce soit l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, etc., les villes du monde russophone, ne sont pas faites comme les villes occidentales ou asiatiques. Elles sont grandes, extrêmement vertes. Toutes les villes russes sont très vertes. Moscou, c'est 40% de parcs et d'arbres. Hein. Moitié de la ville, c'est de la verdure, hein, des forêts. Donc les villes sont très vertes, les immeubles sont très grands, les routes sont très espacées, il y a beaucoup de place. Et donc les villes sont beaucoup plus vivables que les villes européennes qui sont hyper concentrées, qui sont moi qui ne supporte plus, et les villes asiatiques qui sont trop grandes et du béton. Donc en fait, les villes russes sont vivables. On peut vivre vraiment bien en ville. En dehors des villes, les campagnes sont peu aménagées. Il n'y a pas de village comme en Europe avec un point central et autour des agglomérations qui sont agglomérées. Non, il y a des hameaux, c'est-à-dire que tu roules, tu as des maisons par-ci par-là, c'est un village. Mais il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de centre, il n'y a rien. Donc en fait, il n'y a pas la notion de village comme on la connaît en Europe. Je ne sais pas comment c'est en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais le village n'existe pas. Donc les gens qui ne sont pas en ville, ils habitent dans des groupes de maisons. Généralement, c'est fermé, protégé du monde de dehors. Et si le regroupement de maisons, un peu toutes similaires à l'américaine, sont similaires, sont assez grandes, s'il y a assez de maisons, alors il y a peut-être un commerce ou deux. Mais globalement, on ne vit pas du tout à la campagne russe comme on vit à la campagne. Donc il faut une voiture automatiquement. Obligatoire. De toute façon, avec le climat, circuler à pied, c'est pas possible. Dans les regroupements de maisons en banlieue des grandes villes, il n'y a pas de trottoir. Il y a des routes, des palissades et derrière des maisons. C'est l'américaine complètement. Il n'y a pas de trottoir. Et en ville, dans les villes développées, grandes, où il y a un réseau de transport en commun à niveau circulant de transport en commun, mais quand on est dehors par moins 26, moins 27, moins 30, moins 35, moins 40 degrés, de toute façon, on n'est pas bien. Donc les Russes, en Russie, il faut une voiture. Après, tu me posais dans ta question précédente la question, tu mentionnais le point de redéveloppement. Tout va mal. Ben non, la Russie, je vais reprendre l'exemple de Moscou. Moi j'habite, mais c'est le cas dans toutes les villes russes. C'est une ville immense, multiculturelle, dans laquelle tout est ouvert 24/7, dans lequel tu commandes la nourriture, t'es livré en 15 minutes, dans lequel, avec un smartphone, tu fais toutes tes démarches administratives, tu fais tout en 3 clics. Une ville dans laquelle ta femme peut sortir déshabillée à un niveau insoupçonnable et inimaginable pour un occidental, peut sortir comme ça de nuit, se balader, il ne peut rien lui arriver physiquement. Une ville dans laquelle mes enfants de 12 et 10 ans partent avec de l'argent sur eux, des téléphones portables, ils vont se balader, ils partent 3 heures sur des aires de jeu dans le quartier, il ne peut rien leur arriver. C'est une ville d'une sécurité maximale et totale. C'est d'une propreté, c'est plus propre que la Suisse. Singapour, hein, Moscou, c'est propre comme Singapour. Et Saint-Pète, c'est pareil. Donc, c'est un modèle en réémergence et redéveloppement fascinant. C'est ouvert 24/7, c'est un pays de service, c'est beaucoup moins cher que l'Europe. Il y a énormément d'avantages à être en Russie. Ce qu'il faut bien comprendre pour les gens qui ont des projets de vouloir se barrer d'Occident, pour des bonnes raisons, c'est que la vie en Russie, elle pose 2 difficultés. Elle posait 3 difficultés. Les papiers, le climat et la langue. Les papiers, c'est réglé parce qu'il y a un nouveau projet de permis de séjour idéologique que quasiment tout le monde peut avoir quand on est occidental. Mais reste le problème de la langue et le problème du climat. Le sud du pays est un peu moins sujet à la neige, mais il a ses difficultés propres. Donc globalement, ça reste la Russie un pays du Nord. Chouette, ça paraît très bien. Alors j'avais une question très précise, parce qu'en fait j'ai commencé cette série en pleine pandémie, parce que bon, j'ai eu de la chance d'être à l'étranger quand c'est arrivé, donc j'ai jamais été confiné de ma vie, etc.
j'ai eu vraiment toutes les chances, j'ai choisi les bons pays. Et donc, beaucoup de gens m'ont suivi pour ça, en fait. Ils disaient, comment t'as fait? En fait, j'ai eu du bol, j'étais au bons endroits au bon moment. Et donc, on se pose la question, comment, en pleine pandémie, quand la France était confinée, etc., comment ça se passait chez vous en Russie? Alors la Russie, eh ben, la pandémie venant de Chine, la Russie est en frontale avec la Chine. La Russie et la Chine ont réagi de la même façon. C'est des États, on va dire, qui ont chacun des relents civilisationnels et institutionnels communistes. Bah, c'est un degré différent, mais voilà. Donc la Chine a réagi de façon militaire, la Russie aussi. Euh, Quand les premiers cas de virus sont arrivés de Covid sont arrivés en Russie, ils sont arrivés par l'Italie en fait. Les touristes russes en Italie, ils ont ramené à Moscou. Ça venait pas de Chine, mais ça aurait pu. Donc ils ont réagi de façon assez militaire, très stricte, très bactériologique. Donc, moi, première semaine, on a eu le cas de Covid, ils ont confiné tout le pays, mais surtout Moscou, parce que la discipline et les Russes, ça fait deux. Mais tout de suite, on a eu des mecs en scaphandre. Il y a une espèce d'organisation qui s'appelle Rospotrebnadzor, qui est un organisme de santé publique. Ils ont tout de suite envoyé des mecs en scaphandre nettoyer partout, mettre du spray dans les rues, dans machin. Donc, ils ont réagi très, très fort, très militaire. Ce qui a suscité beaucoup d'inquiétude chez les gens ici, parce qu'on s'est dit, oula, c'est quoi ce truc? Et donc, il y a eu un confinement qui a duré 2 mois. Et ça se passait comment le confinement? C'était comme en France, on ne pouvait pas sortir de chez soi, ou c'était à 1 heure, ou il fallait une auto-attestation Non, non, il n'y a pas eu tout ça. Ils ont confiné à la Russe, quoi. Ils ont confiné, après on verra. Dans les faits, ça a été beaucoup plus souple, on va dire, et beaucoup moins respecté. Mais le problème, c'est qu'en fait, enfin le problème, ce que les autorités ont je pense, essayé de penser vouloir éviter, mais ils ne sont pas arrivés, c'est que c'est un pays d'hiver, c'est un pays froid. Donc chaque année, au moment de l'hiver, il y a des pics très très forts de grippe, de pneumonie. Les gens sont très malades en Russie. Et comme les villes russes sont extrêmement peuplées, il faut voir la taille des villes, et comme il y a des transports en commun, quand tu as une maladie en Russie, là typiquement, novembre, 80% du pays va tomber malade. Comme ça. Les virus circulent beaucoup, c'est très dense. L'organisation de la ville fait que dans les zones froides, les gens se réfugient dans les zones chaudes, donc dans les intérieurs. Donc il y a une très 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 forte densité. On ne peut pas échapper en Russie à de la surdensité. Donc à partir du moment où il y a un virus, quel qu'il soit, ici il circule. Les aires de jeu à Moscou, il y a 300 gamins dessus. Il y en a un qui est malade, il contamine à tout le monde. Et dans le métro, typiquement Moscou, il y a 9 millions de personnes chaque jour dans le métro. Donc le Covid a circulé ici comme plus bas. Il y a eu beaucoup de décès. C'est le pays qui a la plus grosse surmortalité au monde, la Russie, et qui a il a eu le plus de décès de surmortalité sur la période 2020-2021. Mais il y a eu qu'un confinement. Après, la structuration de l'économie russe fait que les autorités ont dit bon, en gros, on a un vaccin antigrippal qu'on a fait nous-mêmes. Vous devez vous faire vacciner. Alors, l'obligation vaccinale concernait les corps constitués, qui sont l'administration, l'armée, la police, etc. Et dans le service, c'était les boîtes de service qui recevaient du public. Dans les faits, dans les chiffres publics, on dit que le taux de vaccination a atteint 50% sur les 2 ans. C'est sans doute un peu moins, mais le vaccin, c'est un vaccin. Enfin, c'est comme les Chinois, ils ont fait un vaccin anti-grippal. Alors, je ne sais pas si c'est des vaccins, mais c'est un vaccin contre la grippe. Donc, il a contre une souche X, ça peut marcher peut-être un peu. Il y a des mutations de souche. De toute façon, le vaccin perd sans doute son efficacité, j'imagine. Et voilà. Donc, mais les autorités russes ont choisi de ne pas confiner, de pas arrêter l'économie. Pas décision inverse de l'Occident. Alors, il y a eu beaucoup de décès chez les personnes âgées, hein. Il y a une surmortalité colossale de personnes âgées. Mais en tout cas, il n'y a pas eu la dynamique d'enfermement permanent que les Français, par exemple, ont connu. Ça a été quand même beaucoup plus ici, quoi. Ici, quand ça s'est arrêté le Covid en 2021, enfin, quand l'opération militaire spéciale a commencé, qu'on a commencé à parler d'autre chose, j'ai jamais entendu le mot Covid, en fait, en Russie depuis mars 2022. D'accord. On en parle encore beaucoup en Occident, j'accompagne les Occidentaux, ils sont toujours là-dedans. Mais nous, ici, c'est un truc dont on ne parle plus, quoi. Ouais, des cas de Covid. L'hôpital, les hôpitaux publics, c'est très détaillé. On a il y a des gens qui ont le Covid. Ouais. Il n'y a plus de morts.
Donc c'est pas un truc, c'est plus un sujet en fait. D'accord. Oui, oui, mais c'est en fait, je pose la question dans l'idée, bon, il y aura peut-être encore une prochaine pandémie, encore une folie, peut-être sur une variole du singe ou ou en Mpox, comme on dit plutôt maintenant, ou je ne sais pas quoi. C'est pour avoir une idée de la réaction des autorités, en fait. C'est ça le but. C'est pas en se disant on a peur du Covid, hein. C'est plutôt pour voir, Ouais, ouais. pour des gens qui se disent la prochaine fois qu'il y a une pandémie, j'ai envie d'être dans un pays où on fout la paix. Est-ce que la Russie peut être une option ou au contraire c'est un pays où il faut éviter? Alors, la Russie, faut bien comprendre deux choses. Comme a dit Poutine, à l'époque de l'URSS, il n'y aurait pas eu de discussion, puis tout le monde, et puis tout le monde fait avec. Après, en Russie, il faut comprendre une chose, c'est que je comprends bien ta question parce que j'accompagne beaucoup de personnes physiques. La notion d'individualisme en Russie n'existe pas. En Russie, c'est le groupe qui prime, la communauté qui prime. C'est-à-dire qu'en fait, venir vivre en Russie, être tranquille dans son coin, pas se faire emmerder par les Russes, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un pays qui est fait pour ça, en fait. Où les voisins ne te font pas chier, on t'emmerde pas, chacun vit sa vie. Ça, c'est vraiment une dimension de mentalité géniale. Moi, j'aime en Russie. Par contre, le groupe prime sur l'individuel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une décision publique qui est prise, c'est le rouleau compresseur. Parce que le pouvoir a le pouvoir et parce que la décision dans l'intérêt public est prioritaire sur l'intérêt individuel. En fait. Ça, c'est quelque chose à garder peut-être en risque quand on veut déménager. Oui, en Russie. effectivement, oui, ça a l'air important. Donc ça, je crois que c'est une des choses importantes que les gens auront envie d'entendre. Oui. Je donne un exemple pour les enfants. Moi, on a commencé à scolariser des enfants français à l'école russe. Et il y a des pays, par exemple, où un enfant pas très grand, étranger, tu le mets à l'école. Et puis peu à peu, il se fait assimiler par le modèle dans lequel il apprend la langue, etc. Oui. En Russie, il n'y a pas ça. En Russie, il n'y a pas ça. Parce qu'on considère que l'enfant étranger ne parlant pas russe risque de retarder le développement de la classe et donc de la communauté. Donc d'abord l'enfant se met à niveau du groupe et après il rejoint le groupe. Ouais, c'est vraiment une logique assez différente. Et justement, puisque tu parles d'enfants, ça tombe bien, c'était ma question suivante. Donc je voulais avoir une idée de la mentalité des Russes justement concernant, disons, le wokisme et la façon dont les enfants sont actuellement éduqués en Occident, comparé donc avec comment ils sont éduqués en Russie, dans les écoles. J'ai par exemple en extrait dans une de mes vidéos où je montre Poutine qui accuse l'Occident à peu près de faire de la promotion de la pédophilie. En fait, il n'est pas loin de la réalité, ceci dit. Oui. Ça paraît exagéré pour certains, mais c'est vrai que dans certains milieux, dans certains quartiers, ça pourrait peut-être être vrai. Qu'est-ce qu'il en est réellement sur le terrain? Comment est-ce que les Russes voient ça? Alors, la sexualité en Russie, c'est un sujet. À part, qui a toujours été un sujet compliqué. Sous l'URSS, on dit qu'il n'y avait pas de sexe. Après, on a dit que le sexe devrait être interdit, etc. Dans la Russie de Poutine, dans la société russe en général, on va dire, l'enfant a une place particulière. La structure familiale russe est assez patriarcale et patrilinéaire, mais la femme a un rôle essentiel. C'est les matrioshkas, quoi. C'est patrilinéaire, tout dedans, t'as une femme, quoi. Donc, c'est toujours des contradictions dans tout. Mais il y a une dimension fondamentale, c'est que les familles russes sont beaucoup plus claniques que les familles occidentales. Donc, quand un homme et une femme se marient, leurs parents sont dessus, appuient, accompagnent, aident. Les oncles, les cousins, tout le monde est unifié en fait. Il y a vraiment une structure familiale super compacte, super clanique. Contrairement à l'Europe où on est devenu seul, où il n'y a plus de famille, où les parents s'occupent moins de toi, tu te démerdes. En Russie, il n'y a pas ça. C'est vraiment la notion de groupe, de clan, de meute. Et au milieu de tout ça, il y a les enfants. L'enfant a une place centrale et centrique dans la société russe. Et donc, tout est beaucoup autour de l'enfant et les villes russes sont construites pour les enfants. Il y a énormément d'infrastructures pour les enfants. Il y a tous les restos en Russie, il y a une salle pour enfants. Tous les centres commerciaux, tu as le dernier étage, c'est que des trucs pour enfants. C'est complètement tout pour les enfants. Et ça, c'est dans toutes les villes de Russie. Donc l'enfant a une place clé. Donc dans l'école, la place de l'enfant, elle est institutionnelle. Et dans la société russe, il y a deux genres en fait. Il y a les femmes et les hommes. Il n'y en a pas d'autres. Donc dans l'école publique russe, par exemple dans laquelle sont mes enfants, les petites filles ont des couettes, des robes bleu-blanches. Les garçons sont en pantalon avec un gilet, une chemise blanche. Il y a une dimension d'uniforme et de façon de s'habiller à l'école. Et il y a une très forte séparation immédiate et très importante entre les filles et les garçons.
Donc l'éducation là-dessus, elle est beaucoup plus traditionnelle. Comme avait dit Kadyrov, ça c'est un chien, ça c'est un chat, et on peut pas les confondre. Et ben là c'est pareil. Ouais, ben, logique. Il me Et fait là on rire peut Kadyrov, pas les. Et parfois là, il a des sorties ouais, ouais, géniales. ouais. C'est vrai. Et donc en fait là c'est pareil. Donc en plus la Russie revient sur un mode de plus en plus traditionnel, conservateur, politique, qui, on va dire, qui ruisselle dans toute la société à tous les niveaux. Donc on est vraiment sur une logique là de repartir sur un modèle de société traditionnelle, plus à la japonaise, avec, qui concerne les genres et les sexes au sens les espèces, une très forte séparation. Les sondages montrent qu'il y a 2,4% des femmes qui voudraient ne pas avoir d'enfants en Russie, c'est un des taux les plus bas au monde. Donc les femmes russes sont élevées et conditionnées pour faire un enfant. Elles ont besoin d'un géniteur. Donc il y a une dimension familiale très forte. Paradoxalement, il y a un mariage très rapide. On se marie on se marie comme ça en Russie. Ah Donc oui. on divorce comme ça. Et, oui, on se marie tout de suite. Dès qu'on a amour, on se marie en Russie. Et les familles mettent une pression sociale forte à se marier très tôt, à faire des enfants très tôt. Il y a encore cette dimension un peu, on va dire, à l'ancienne, campagnarde dans le bon sens du terme, traditionnelle, où on marie nos enfants pour faire un bon mariage et les familles s'aident. Donc il y a un peu ça, et ça rentre en contentieux avec une population russe qui est très moderne dans un sens et qui vit très fort en ville. Compliqué en ville de faire des enfants, c'est élevé, c'est vrai. Partout pareil. Donc il y a des contradictions fortes, mais globalement, toute la dimension woke n'existe pas ici. Il y a toujours eu, comme partout, une scène homo, des bars homo, des homos, il y a partout, bon. Mais c'est invisible dans l'espace public, en fait. D'accord. Et ça touche pas les enfants. Donc ce qu'on a en Europe, qui est l'enfer wokiste, dans l'éducation nationale, ici, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est inconcevable. C'est inconcevable pour les gens. D'accord, donc sur ce point, ça c'est intéressant parce que je sais, notamment du Canada, encore plus, j'ai l'impression que de France, il y a vraiment des gens qui cherchent des lieux où mettre leurs enfants pour qu'ils soient éduqués correctement, quoi, et pas qu'on les mette cette propagande dans leur tête, quoi. Bon. La Russie est le pays des valeurs traditionnelles. Il y a aussi autre chose quand même. Je sais pas d'où vient ton public, mais quand on veut venir avec ses enfants quelque part, on peut aller au Mexique, on peut aller en Chine, il y a des pays où il y a les valeurs traditionnelles, où il n'y a pas le wokisme. Mais on est visuellement étranger. En Chine, dans la rue, t'as pas le wokisme, enfin t'es vraiment un super étranger, tu te sens étranger partout où tu iras. En Russie, il n'y a pas cette dimension. La Russie, il y a une variété de populations, il y a la fédération de Russie est remplie de centaines de peuples différents qui ont toutes les dimensions visuelles, mais le faciès européen, c'est le faciès dominant ici, qui est le faciès slave, donc 70%, 75% des gens sont ça. Donc, en Russie, on peut aussi aller au restaurant, s'asseoir, personne ne te regarde, personne ne voit que tu n'es pas russe au-delà d'un certain moment. Donc, ça implique. Et pour les enfants, l'assimilation pour des enfants, elle sera beaucoup plus simple avec des enfants qui sont similaires à eux, qui leur ressemblent, parce qu'ils se sentiront comme chez eux. La Russie, c'est le pays c'est le dernier pays européen, au sens subtra-ethnique, culturel, chrétien, civilisationnel, qui soit traditionnel et dans les BRICS. Donc, moi je pense que pour ça la Russie a un énorme avantage. Et puis quand même, pour les gens qui ont des enfants, c'est le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde par habitant. Donc c'est le pays où il y a le plus de diplômés. Les familles françaises qu'on accompagne là, qui ont des enfants qui sortent d'écoles catho privées françaises ou autres, ils sont décrochés par rapport au niveau privé russe. Le niveau scolaire est très c'est vrai que le niveau scolaire en Europe occidentale. Petite remarque, malheureusement, des pays comme le Mexique, etc., sont en train de se faire polluer par le wokisme, notamment via les telenovelas qui ont beaucoup de succès, qui sont souvent des entreprises américaines qui le font. Et en fait, si vous regardez ça, je dis vous en général, j'imagine que toi tu ne vas pas regarder ce genre de... C'est vraiment nul, mais bon, ça passe partout, hein, et c'est vraiment de la propagande wokiste. Et malheureusement, ça marche. Donc c'est aussi pour ça que je pense que la Russie est intéressante, c'est parce que je crois qu'il y a un effort conscient de la part, je ne sais pas si c'est Poutine, tout le gouvernement, tout le monde, pour vraiment empêcher ça. Tandis qu'au Mexique, il n'y a pas de wokisme naturellement, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait pour empêcher la propagande, et malheureusement la propagande ça marche. Alors j'avais une dernière question, disons générale, avant de parler des choses pratiques, comme notamment donc, ta ruspatriation. C'était la question de la manière dont on est reçu par les Russes, sachant qu'on vient d'un pays qui concrètement est ennemi, parce que bon, on arme l'Ukraine, il y a des Russes qui meurent à cause des armes occidentales, on arrive, on est occidental,
Est-ce qu'il y a une agressivité? Est-ce qu'il y a des reproches? Voilà, comment est-ce qu'ils réagissent au quotidien? Il n'y a rien. Les Russes ont l'habitude d'avoir des gens différents chez eux. Ils ont une culture historique d'accueil d'Européens. C'était le cas sous Catherine II avec les Allemands. C'était le cas après la Révolution française avec la noblesse française qui est venue s'installer partout en Russie, qui est venue élever les enfants des familles nobles russes riches, et les nobles français travaillaient comme précepteurs. Il y a eu, sous l'Empire russe, il me semble, des édits, des textes qui ont été des décrets qui ont été signés par les différents empereurs russes à différentes périodes pour permettre à des Occidentaux de venir s'installer, faire du commerce. À Moscou, notamment, ils avaient le droit de vendre de l'alcool à une certaine époque, alors que les Russes n'avaient pas le droit. Ils ont eu le droit de construire des églises catholiques ou protestantes dans les zones où ils habitaient. Il y a une culture traditionnelle d'accueil russe. La civilisation russe est une culture d'accueil, de réception, en fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est un pays assez fermé, mais il y a une culture de recevoir un étranger dans la société russe profonde, traditionnelle, et jusqu'à il y a une quinzaine, vingtaine d'années, encore dans les villes, il fallait avoir un invité par jour. Il doit avoir un invité par jour, j'ai tous les jours un invité. Il faut avoir des gens, il faut recevoir, il faut aller chez les gens. C'est vraiment une culture méga clanique. Donc les Européens n'ont aucun problème en Russie. Les Russes ont bien compris qu'il fallait différencier les Européens des gouvernements. Ils ont fait l'inverse de chez nous, en fait. Et ils ont bien compris surtout que les Européens qui restaient, c'était les Européens favorables à la Russie. Donc aucun problème. Les Européens qui viennent en Russie aujourd'hui, c'est bienvenu. Mais, il y a un mais. Bienvenue ne veut pas dire on vous attend. C'est-à-dire que vous venez, mais c'est votre décision. C'est-à-dire que personne n'attend les Européens ici. La porte est ouverte pour les Européens, mais c'est pas on vous attend, on a besoin de vous. C'est après, il faut faire votre trou en Russie, il faut survivre en Russie. Ah oui, d'accord. Non, mais donc tu n'as jamais eu quelqu'un qui t'a reproché d'être occidental, français, les Ukrainiens continuent à se battre à cause de toi, ou des choses comme ça? Ah non, et personne autour de moi, j'ai plutôt eu des compliments, bravo, merci d'être là. J'ai organisé un voyage touristique cette année, le premier voyage de groupe touristique pour permettre à des gens de venir voir la Russie, et des gens qui ont des projets avec la Russie, leur montrer la vraie Russie, on en parlera peut-être tout à l'heure, peu importe. Mais j'ai fait le premier voyage de groupe de touristes français depuis le début de l'opération militaire spéciale, où les gens sont venus nous parler dans le métro, la police est venue nous voir, me féliciter en me disant c'est génial. Dans les musées qu'on a visités, il y a des gens qui ont pleuré en disant bravo au retour des Européens, c'était des moments d'émotion. Ouais. Non, il y a plutôt, c'est vraiment surprenant, il y a plutôt une volonté de renouer avec les Européens, peuple, mais pas avec l'Europe en tant que monstre politique. Oui, ça c'est bien. Ah ben justement, oui, je voulais terminer avec ça, donc avec le côté très pratique de ce que tu proposes. Donc d'une part, commençons par les voyages, puisque tu viens d'en parler. Donc si je comprends, effectivement, depuis cette année, tu offres la possibilité à des gens à rejoindre des groupes, c'est des voyages de groupe, c'est ça, pour voir certains endroits de la Russie, avant d'éventuellement se faire une opinion pour revenir, ou simplement pour le plaisir de visiter. Exactement. En fait, l'idée de la Ruspatriation, l'accompagnement qu'on fait, on tape sur plein de sujets. C'est-à-dire qu'on prépare les gens, on les forme, on leur montre, on leur explique la Russie, on les accueille, on leur ouvre des entreprises, on les aide sur le plan juridique, migratoire, les permis de séjour, les permis de résidence. Là, je fais le visa idéologique. J'accompagne une trentaine de francophones déjà sur le visa idéologique en novembre. Donc, on fait toute la démarche. On les accompagne sur l'immobilier, achat, vente, location. On fait tout. C'est vraiment la conciergerie pour installer des gens, scolarisation des enfants, école privée, école publique, on fait tout. Et on a fait de l'accompagnement individuel. Mais on s'est dit, mes partenaires, on s'est dit qu'on allait lancer des voyages touristiques d'un nouveau genre. C'est les premiers voyages de groupe post-guerre, mais surtout, c'est des voyages nouveaux. Évidemment qu'il y a une dimension globale où on arrive, dans la place rouge, l'église, machin, là, ok, c'est super beau, c'est Moscou touristique. Mais on fait une immersion. On va dans le métro à l'heure de pointe, je leur montre l'administration, on va visiter, on rencontre la communauté d'affaires, on rencontre la chambre de commerce, on rencontre des Russes qui sont francophones. On fait une visite d'immersion plus profonde, on va voir une école, une université, on va à la police. Je leur montre comment ça marche l'hôpital, on va à l'hôpital. Je leur montre un peu les réalités. On va dans les banlieues, dans les bons quartiers, dans les mauvais quartiers, dans les transports en commun à l'heure de pointe, on va dans les trains de banlieue express, on sort de Moscou dans une autre ville. Donc le but, c'est de leur montrer la Russie, ouvrir, mais aussi leur montrer la réalité de la Russie plus en profondeur. On fait l'immobilier, on peut visiter des appartements, des maisons, etc. Le but, c'est leur montrer comment serait leur vie s'ils devaient habiter en Russie. Donc c'est un tourisme un peu d'un nouveau genre, je l'appelle le tourisme migratoire. Si une personne te contacte et dit « je veux venir vivre en Russie » alors qu'elle n'est jamais venue en Russie, qu'est-ce que tu lui réponds? Alors,
je lui réponds de déjà venir voir la Russie. On ne déménage nulle part sans y être allé. Et on ne déménage pas un endroit sans y être allé. Et à mon avis, sans avoir discuté avec des gens comme moi pour la Russie ou d'autres pour d'autres pays, qui sont des gens qui sont installés là-bas et qui vont comprendre le profil, le parcours, et voir ce qui est réalisable, ce qui est irréalisable, et voir où c'est que il va falloir essuyer des plâtres et où c'est que ça risque de bloquer. Mais il faut venir voir soi-même. C'est une affaire personnelle, le déménagement. Si je te dis telle bouteille de vin, c'est la meilleure du monde, tu vas me croire, tu me fais confiance. Mais tant que tu l'as pas goûté, tu sais pas vraiment le goût. Peut-être que pour toi, ce sera pas le meilleur vin du monde. Tout à fait. Alors, terminons en parlant de ton projet, donc même le principal, Ruspatriation. Donc, j'invite, et je le mettrai bien sûr dans la description, les gens à aller voir ce que tu publies, ta vidéo. Je viens de télécharger ton livre blanc que tu offres gratuitement, qui donne aussi des informations tout à fait intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Et sinon, concrètement, comment est-ce qu'on te contacte? Bon, imagine quelqu'un qui a vu la Russie, il sait qu'il veut venir, comment ça se passe concrètement? Ben, cette personne peut aller sur le site ruspatriation.com. D'accord, je mettrai ce lien là aussi. Voilà, là elle a accès à du contenu gratuit, un livre blanc, il y en aura bientôt un autre, une newsletter gratuite tous les mardis, le rêve russe sur lequel je parle de la Russie. Elle peut rejoindre des modules que j'ai faits, qui sont des modules explicatifs et de préparation à la Russie. Alors, il y a un module sur la Russie, il y a un module sur la langue russe, démarrer la langue russe, quand même apprendre le russe pour venir en Russie. Il y a un module sur le visa idéologique qui vient de sortir là. Donc là, j'explique tous les contours du dispositif, les droits, les devoirs, les contraintes, le coût, comment ça marche, etc. Et puis, je fais d'autres modules, la retraite, les enfants, étudier, etc. On va parler de plein de choses. L'idée, c'est de faire des produits pas chers, mais complets, sur lesquels les gens peuvent rejoindre des espaces en ligne, avoir du contenu, c'est valable à vie, c'est mis à jour, plus produits qui sont mis à jour. Je répète, ça c'est assez unique, c'est que c'est des formations sur des sujets sur lesquels je rajoute des updates, des mises à jour, je les complémentarise, donc c'est des produits qui ne se périment pas. Dès qu'il y a des changements de loi, je fais faire la mise à jour, etc. Et après, effectivement, ils peuvent me contacter pour une consultation, ils peuvent me contacter pour un déplacement en Russie, moi je fais l'accompagnement personnalisé, et me contacter pour toute question qu'ils peuvent avoir sur la Russie. On fait Saint-Pétersbourg, Krasnodar, Nizhny-Novgorod. En général, les gens ils te contactent comment? Ils utilisent WhatsApp, Skype, Zoom Par mail principalement et Telegram, puisque j'ai un canal Telegram, Alexandre Russien. C'est le canal, c'est le support sur lequel je produis le plus de contenu. On peut me contacter en direct ou par mail. Mais des fois, je réponds pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de mails, mais je réponds toujours. D'accord. J'avais une question encore plus pratique et concrète. Bon, pour l'instant, je suis en Colombie. Je ne sais pas encore exactement où je serai en 2025, en fait. Il se passe beaucoup de choses. Je raconte aussi sur ma chaîne, mais donc je ne vais pas t'embêter ici avec tous les détails. Mais c'est vrai que de toute façon, ça me plairait de voir la Russie un jour, ne fût-ce que pour visiter. Est-ce qu'un jour, j'aurai envie de vivre en Russie? Qui sait? Pour te dire la vérité, j'apprends tout petit peu le russe. Bon... Comme ça, une vidéo de temps en temps, déchiffrer un petit peu le cyrillique. Je me dis, c'est toujours ça de gagner sur l'ennemi pour l'avenir. Hein, ça ne coûte rien. Exactement. Voilà. Exactement. Mais imaginons qu'en 2025, voire en 2026, j'aurais envie de venir en Russie, mais non pas pour commencer par la ruspatriation, mais pour voir tout à fait autre chose que ce que tu fais, puisque je pense que tu sais que je suis dans un tout autre domaine. Hein, je suis ornithologue, donc j'observe les oiseaux, je donne des cours sur les oiseaux. Je viens de publier un livre sur l'intelligence des oiseaux, donc on est vraiment très très loin de ce que tu fais. Est-ce que c'est envisageable, dans les conditions actuelles, d'organiser un voyage où on n'irait pas? Bien sûr, on irait voir la place rouge, mais est-ce qu'on peut aussi aller dans la nature? Est-ce qu'il existe des hôtels où on peut décentrer? Est-ce qu'on peut se balader, aller prendre des photos des oiseaux dans des forêts, etc., en toute sécurité, sans se faire arrêter par la police parce qu'ils trouveraient ça trop bizarre? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de possible, ou peut-être tu n'en sais rien? Ou voilà, est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, c'est carrément possible. Il y a énormément d'endroits qui sont semi-organisés. Comprendre la nature russe, hein. Les forêts en Russie, il y a des ours, des loups, des lynx, il y a des morts. Mais c'est ça qui fait rêver les gens, hein. C'est ça qu'on veut voir. Ouais, mais c'est un endroit où on peut mourir. Hein. Je veux dire, il y a des morts chaque année qui se font bouffer, d'enfants qui se font déchiqueter. Là, le Français du Kamchatka m'a raconté l'histoire d'une jeune femme française qui a fait un trek pour aller visiter les ours. C'est mal terminé. Elle a terminé défigurée. Il y a un ours qui lui a arraché la tête. Je veux dire, il faut comprendre que la nature russe est très dangereuse. Hein. C'est pas une nature. On n'est pas dans le Médoc. Hein. Donc maintenant, les Français qui me disent oh, mais j'habite dans le Médoc. Ouais, je comprends, mais le Médoc, il y a une borne SFR, une départementale. C'est vaguement sanglier, quoi. Mais bon, le sanglier, au pire.
Ça va. Non, non. Donc, je veux dire, moi, quand je suis arrivé en Russie, ma belle famille avait une dacha donc dans le Grand Nord russe, en Carélie, à 100 bornes d'une ville, donc dans une zone entièrement sauvage. Je veux dire, pour aller à l'époque, il y avait des toilettes au fond du jardin. Pour aller la nuit aux toilettes, il fallait un fusil. Hein. C'est comme ça que moi je suis arrivé en Russie. Hein, c'est parce que on peut se faire buter. Hein. Donc maintenant des parcours et il y a des forêts dans lesquelles il y a 90% du pays, c'est pas praticable à pied. Il y a pas d'humain jamais qui est rentré dans cette forêt. C'est trop dense, c'est trop grand, c'est trop dangereux. Mais il y a énormément de zones éco, trek ou autres dans lesquelles oui tu peux aller camper, tu peux aller dans des hôtels profonds en pleine taïga. Complètement paumé, tu peux aller, il y a des parcours sur lesquels tu peux partir à pied, tu peux faire des photos des oiseaux. Alors je m'y connais pas en oiseaux, donc je peux pas trop te conseiller, mais il faut faire l'hiver, hein, parce que l'hiver il fait moins 35, moins 40, mais tu as plein de zones où le printemps-été, pour aller faire des photos, ah ouais, mais je pense que si tu peux te faire accompagner, c'est le meilleur pays au monde, parce qu'il y a une nature 100% vierge. Il y a des endroits dans lesquels il n'y a jamais eu, des endroits où tu peux aller qu'en hélicoptère limite. Donc tu repars, tu reviens en hélico, c'est des endroits dans lesquels il n'y a pas de traces humaines, il n'y en a jamais eu. En fait, il existe une très bonne association ornithologique en Russie, enfin peut-être plusieurs, mais il y en a une internationale qui est connue. Donc pour ce qui est des infos précises des oiseaux, ça je les trouverai, les gars ils parlent anglais, il n'y a pas de problème. Éventuellement, on prendra en guide russe pour nous montrer les oiseaux, ça c'est pas le souci. Moi c'était plutôt pour le côté organisationnel qui m'intéressait d'avoir particulièrement ton avis. Donc il n'y a pas de problème particulier pour loger en dehors des villes et pour voyager en dehors des villes en Russie. Non. Aucun. Ben super. J'ai accompagné des gens, moi, qui sont venus. J'ai une cliente 50 ans qui a traversé la Tchétchénie toute seule. La Tchétchénie, ah ouais. Ouais. Ça a dû bien changer depuis l'époque de la guerre. Hein. Ah oui. Donc, circuler en Russie n'est pas un problème. D'accord. À ce propos, ah oui, si jamais j'avais en projet d'aller en Russie l'année prochaine, est-ce que c'est un projet qui peut t'intéresser, sachant que c'est pas ce que tu fais, ou est-ce que je contacte une autre agence de voyage? Mais alors, tu vas avoir du mal à en contacter parce qu'il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Ah non. Et non, on est les seuls à relancer l'activité, donc tu peux, mais tu peux, ouais, ça m'intéresse énormément. Ce sera quelque chose que j'ai jamais fait justement. D'accord. Mais maintenant, il y a quand même des agences qui travaillent avec d'autres clientèles. Il y a quand même des Chinois, des Japonais qui vont en Russie. Il y a quand même des agences de voyage en Russie. Ah oui, oui. Dans ce cadre-là, des agences qui interviennent vers les pays des BRICS ou autres, oui. Mais il y a beaucoup d'agences, des agences qui traditionnellement travaillent avec la clientèle occidentale européenne, ont toutes fermé en fait. D'accord, d'accord. Mais je veux dire, une simple agence de voyage qui organiserait... Bon, je préfère travailler avec toi, c'était juste pour avoir une idée. Oui, non, non. Ah oui, tu peux trouver une agence de voyage qui fonctionne, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant parce que les agences de voyage russes, pour que toi tu puisses les payer, faut que tu envoies de l'argent dans un pays où elles peuvent le recevoir. Ah, tu peux pas envoyer l'argent. C'est ça, oui. Et donc c'est compliqué. Donc quand c'est des pays tiers, comme les pays des BRICS, dans lesquels il y a des flux bancaires, oui, le client d'Inde ou de Chine, il peut envoyer de l'argent à l'agence en Russie. Toi, tu pourras pas payer l'agence en Russie. Enfin, moi, en Colombie, peut-être que oui. Faut demander aux banques. D'accord. Mais l'Amérique du Sud, il y a peu de virements vers la Russie. Donc si tu as une banque qui est prête à, voilà. Mais dans la plupart des cas, malheureusement, les Occidentaux sont coincés parce qu'ils ne peuvent plus payer les agences en fait. Mais et si j'étais en Afrique ou en Inde? Alors, si tu es dans un pays dans lequel il y a des banques qui continuent d'envoyer de l'argent en Russie, comme c'est le cas de l'Arménie, la Géorgie, la Turquie, la Chine, l'Ouzbékistan, etc., dans ce cas-là, oui. Dans le pays dans lequel tu es, malheureusement, Colombie et Mexique, je ne sais pas l'état des banques. En fait, si je venais en Russie l'année prochaine, donc comme tu l'as très bien dit, c'est au printemps que c'est intéressant de venir et pas en hiver. En fait, j'envisage 2025, j'ai pas dit ça au hasard, c'est parce qu'il est probable que j'ai une mission en Afrique. En fait, j'ai passé 12 ans en Afrique dans ma vie. Et on m'invite à travailler en Afrique probablement en mars-avril 2025. Et si je viens en Russie, je ne vais pas revenir en Amérique latine entre les deux. Donc ce serait pour partir soit d'Afrique, soit d'Inde, où j'ai aussi pas mal de contacts. Et à ce moment-là, si j'invite des gens, eux, ils peuvent me payer sur mon compte en Belgique, ou ils font un transfert vers le pays où je suis, et puis moi je paye à partir du pays en question. Donc le paiement ne devrait pas être un problème. Si tu as accès à ouvrir un compte en banque dans une banque qui envoie de l'argent vers la Russie, ça c'est quand même beaucoup strictifié. D'accord. Et pour les vols directs, oui, tu as 40 pays maintenant qui ont des vols directs vers la Russie, dont des pays d'Afrique. Donc c'est assez facile de venir en Russie en fait.
J'ai rencontré beaucoup de Russes c'est cette année en fait. Oui, j'étais à Goa en Inde. Et en fait, les Indiens appellent Goa la petite Russie. Little Russia. Little Russia, il y a beaucoup de Russes. Ah oui, oui, c'est impressionnant. C'est ce qu'il y a le plus d'étrangers. Oui. Et c'est vrai que les Russes, bon, moi j'avais entendu qu'ils avaient plutôt une mauvaise réputation en tant que touristes à l'étranger. Bon, à Goa, moi j'ai trouvé très sympa. Très très sympa d'ailleurs. À un certain moment d'ailleurs, j'avais un petit problème administratif et je devais foncer en ville. Et puis le premier gars qui est passé avec une moto que j'ai arrêté, j'ai dit tu m'emmènes en ville, c'était en russe, il m'a dit oui. Il m'a dit ok. Et alors je lui ai dit je suis désolé, je parle pas russe, je lui ai juste dit bonjour et merci en russe. Il me dit oh, c'est déjà très très bien. Déjà, il m'a dit un truc du genre déjà vous êtes occidentaux, vous parlez avec les Russes, c'est sympa. Non ouais. Non, ils sont cool les Russes. Apparemment. Enfin de ce que j'en connais, c'est-à-dire très peu, mais apparemment oui. Très très bien. Bah écoute, je vais pas te tenir plus longtemps. J'ai bien compris que tu étais très occupé, que tu faisais plein de choses tout à fait intéressantes. Mais je te remercie énormément d'avoir pris quasiment 1 heure pour faire cette interview avec moi. Et on reste en contact s'il y a d'autres projets. Et puis tu auras certainement des nouvelles de quelques personnes qui t'auront découvert via ma chaîne, quelques abonnements sur la tienne, etc. Et puis à bientôt. Si toi-même tu as une question ou si tu as envie de venir voyager en Amérique du Sud, tu me fais signe. Hein. C'est tentant. Ouais, je vais y réfléchir pour 2025 aussi. Faut pas qu'on se croise par contre. Non, non, bah non, on va quand même s'organiser un peu correctement. Hein. C'est clair. Ok, Valérie, ben merci beaucoup. Bah avec grand plaisir. À bientôt alors. À bientôt. Salut, ciao.